Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends. C'est dans ces podcasts qu'on va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture et la culture comics par leur travail. Et on est là pour un nouvel épisode de notre traditionnelle série des bilans et perspectives en ce qui concerne 2025 et 2026. Vous le savez, on aime aller faire le tour de l'ensemble des éditeurs de comics en France. Et dans cet épisode, on va parler de Bliss Édition et j'ai le plaisir de retrouver le bon Florent de Gletaine dans ce podcast. Salut Florent. Oui, coucou. Et Florent qui n'est pas tout seul puisque nous avons un nouvel invité. C'est la première fois qu'il vient dans ce podcast, donc je vous demande d'être très gentil avec Lou Sal. Salut Lou. Salut Arnaud, merci pour l'invite. Ça me fait très plaisir de vous avoir tous les deux puisque vous êtes tous les deux Bliss Édition en tant que tel. Mais justement, Lou, alors moi je te connais maintenant depuis quelques temps déjà, mais tu n'étais pas encore venu dans le podcast. Et pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux juste un petit peu te présenter et nous dire comment tu as intégré Bliss Édition? Ouais, enchanté. Écoute, c'est par pur hasard en fait. Florent avait besoin d'un coup de main. Moi j'étais en calbar dans ma chambre au chômage. Et je suis venu lui filer un coup de main sur une braderie, la première en fait, je crois, la première braderie Valiant. Et en fait, je me suis jamais barré. Je lui ai dit non mais tu fais gaffe, je vais jamais partir. Et c'est arrivé, je suis jamais parti et j'ai racheté une partie de la boîte et me voilà quoi. Donc, c'est comme ça, toi, t'es en calbar dans ta chambre et puis tu rachètes des boîtes quoi. Ouais, c'est ça. Alors, tu vois, une huître portée par les marées et puis je me suis trouvé un caillou, c'est lui là. Voilà. Et je me suis accroché quoi. Une huître avec un très beau cœur. C'est la perle. Très bien. Mais à la base, c'est dire que tu suivais un petit peu ce que faisait Bliss, t'étais lecteur de comics de façon générale ou pas un petit peu. Quel est ton background de ce point de vue-là? Ouais, en fait, Bliss, je connaissais un peu, mais Florent est assez, pudique sur son travail avec ses proches. Donc, je connaissais un peu, mais pas trop. J'avais commencé à lire un petit peu. Je lisais du comics et surtout de la BD. J'ai grandi dans la BD des années 70-80 avec mon père qui était un fervent lecteur. Et en fait, bon, bref, je te passe mon errance professionnelle après burn-out et puis tout quitter, mais je savais pas trop quoi foutre avec ma vie. Et donc, en fait, quand l'opportunité s'est présentée, qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait bosser ensemble et que globalement, on s'accordait bien sur le taf, on a cherché une solution et ça s'est fait, quoi. Florent, je me tourne juste vers toi parce que ce que je comprends, donc quand Lou dit qu'il a racheté une partie de la boîte, c'est-à-dire que c'est ton associé maintenant en fait, c'est pas un employé. Déjà c'était un ami avant d'être un collaborateur. Ouais, mais non, ici on parle que travail. Pardon. L'humain n'a plus sa place ici. En parlant de travail, t'oublieras pas, j'ai posé la mallette de cash juste à l'entrée. C'est ça. Merci. Ça me fait plaisir. Tu couperas. Oui, pardon, quelle était la question? Un ami. Non, mais pour ça que son statut en fait au sein de la société. Oui, tout à fait. Oui, il a commencé juste en me filant des coups de main, ensuite en bossant, ensuite en se convertissant, en trouvant une formation du coup. Une licence pro. Ouais. Une licence pro. Et il cherchait une alternance et en fait t'avais trouvé ton alternance avant de trouver ta licence pro quoi. Puisque en fait le but c'était qu'on bosse ensemble et j'ai fait vas-y, je te prends comme apprenti, comme ça t'as ta formation et tout. Et tu te réinsères comme ça et puis du coup à la fin de la formation il a racheté une partie du capital et il est devenu associé. Voilà. D'ailleurs c'est marrant cette formation quand je l'ai trouvée en fait ils m'ont accepté et ils avaient pas compris que j'avais déjà un employeur alors que je l'avais vraiment écrit dans la lettre et tout quoi. Et en fait la directrice pédagogique après l'entretien qui m'appelle et tout qui fait c'est super et tout. Bon, par contre, il faut qu'on bosse sur ton C parce que là, ça va pas. Et parce qu'il faut te trouver un taf. Je dis, mais attendez, j'ai un truc, quoi. Et c'est difficile, enfin, c'est pas difficile, mais c'est comment, en fait, d'apprendre le métier d'éditeur dans ce milieu très particulier, quand même. Pour moi, globalement, si tu veux, ça m'a changé la vie. J'aime trop ce qu'on fait. Donc, quelque part, c'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est qu'on fait plein de métiers en même temps, en fait. Et que ça fait maintenant officieusement 3 ans que je fais ça et j'ai encore beaucoup à apprendre quoi tu vois. Ça c'est un peu la partie difficile, c'est que c'est constant et que je suis loin d'être assez monté en compétence sur plein de trucs mais sinon difficile non je pense pas, ça s'apprend sur le tas et puis Flo il apprend bien donc non ça va. C'est quoi un petit peu
quand t'as appris, découvert ce métier, les choses qui t'ont vraiment frappé, en fait, que tu soupçonnais pas, pour celles et ceux qui voudraient se lancer dans l'intégration d'une maison d'édition, ou qui voudraient même monter sa maison d'édition, c'est quoi un petit peu les choses auxquelles il faut vraiment faire super attention et que tu soupçonnes pas? C'est une question difficile. Je pense que il y a vraiment beaucoup d'emmerdes sur la route entre un bouquin PDF de l'artiste et un bouquin fini. Et il y a vraiment beaucoup d'étapes de l'artiste au bouquin en librairie. Et en édition, on est un peu genre entre le marteau et l'enclume, quoi. J'ai l'impression qu'on a souvent ce truc de tu peux pas lutter contre l'océan, quoi, tu vois. Et ça, c'est un peu le truc qui m'a un peu marqué de voir comment, en fait, parfois, en fonction des gens avec qui tu bosses, t'as pas trop le choix et le loisir, en fait, d'être un peu chill, parce que juste, il y a des imprévus H24. Vraiment H24. Tu peux avoir tout prévu comme tu peux, comme tu veux, genre 2 mois à l'avance, machin. Tout est calé, et puis il y a un truc qui pète quelque part, et en fait, tu te retrouves un peu dans la merde, comme ça, du jour au lendemain. Mais sinon, ouais, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de compétences différentes à avoir, donc ça peut faire un peu peur quand t'arrives et que tu vois, genre, putain, mais en fait, je sais rien de ce qui se passe, quoi. Toi qui vas avoir quand même, enfin, t'as l'air réagir d'ailleurs, j'ai cru que t'allais prendre la parole. Oui, bah, c'est sûr que quand je suis depuis bientôt 10 ans seul à la gestion, déjà tout ce qui est gestion administratif, comptabilité, un peu les arcanes du truc, quoi. La trésor, enfin le côté le plus business, vraiment le cœur du truc, quoi, ce qui fait tenir la structure. Et quand t'as été seul à faire ça pendant des années, même si on a travaillé avec des gens, on a eu des apprentis, on a eu notre éditrice Célia, bien sûr, pendant des années. Mais voilà, la gestion, le cœur de la gestion, quand Lou devient associé, le but est aussi qu'il soit associé à vraiment toutes les arcanes du truc. Ouais. Et ça, c'est hyper difficile, parce que en fait, t'as intégré pendant des années plein de choses à faire, plein de process, et même 10 milliards d'infos. Où dans ma tête, je sais que dans 6 mois à peu près, on en sera là financièrement, si tout va bien, mais que ça va sûrement pas être aussi bien. Donc on prévoit que on peut faire ça. Et du coup, tous les calculs qui sont dans ma tête, il faut aussi que j'explicite tout ça, en fait, que j'arrive à avoir une certaine pédagogie pour ça, pour que progressivement on soit tous les deux vraiment à la gestion, quoi. Ouais, autant informé sur ça, quoi. Ça prend du temps. Ouais, parce que j'imagine que t'as même des automatismes, enfin, des schémas de réflexion qui, pour toi, maintenant, sont complètement intégrés et inconscients. Et parfois, il y a des choses qui te semblent complètement évidentes, et quand t'en parles à quelqu'un d'autre, ouais, en fait, ça c'est pas le cas. Bah, j'ai jamais délégué la gestion à personne, quoi. Donc, effectivement, je suis dans mes chiffres tout seul, quoi. Et il faut que j'apprenne à parler de ça, vu que même de mes angoisses, tu vois, genre parce que je suis plus seul à partager les responsabilités. Ouais. Donc pas que j'hésite à m'ouvrir, et ça, en vrai ça va mieux, déjà, ça va vraiment mieux, et même moi en termes de santé mentale, c'est quand même ça change beaucoup de choses. Oui, parce que même parce que enfin, la charge mentale aussi que tu avais à gérer tout seul se dilue un petit peu maintenant que tu peux bien mettre la pression à Lou, quoi. Vraiment, lui qui est encore jeune. Ouais, voilà. Il y a une deuxième paire d'épaules. C'est vrai que c'était un des trucs qui était un peu frustrant au début, en fait, ma visibilité était extrêmement réduite, et par tous ces mécanismes, tu vois, que Flo a dans la tête et qui sont planqués, et c'était très difficile de me projeter sur les trucs à faire, de prendre des initiatives, et ça va de mieux en mieux. Ça a été un vrai taf pour toi, mais même entre nous, quoi. De communication pour apprendre ça a été vraiment un vrai truc, apprendre non seulement à communiquer pour le taf, mais réapprendre à communiquer autrement, tu vois, en tant qu'ami. Ça a été un vrai morceau du parcours pour pouvoir réussir à avoir cette fluidité qu'on avait en tant qu'ami, qu'on a retrouvé en tant qu'associé, et puis les associer les deux, en fait, tu vois. Et en fait, ça
comment dire, je pense que c'est un peu un cercle vertueux maintenant que je pense qu'on a trouvé à peu près la bonne formule. Bon, il y aura toujours des écueils, je pense, parce que c'est comme ça dans toutes les relations de taf et amicales, mais tu vois, genre plus ou moins. Mais oui, en tout cas, c'est vrai que là c'est cool. Je pense qu'on communique vachement mieux et c'est plus simple pour moi de venir prendre un peu du poids qui est sur les épaules de Flo, quoi. Alors comment ça se passe justement maintenant d'un point de vue travail, comment ça fonctionne Bliss concrètement? Bah écoute, je suis en copie de tous les mails. Je pense qu'il y a genre 30% où je comprends rien à ce qui se passe. Et je lis, je suis en mode genre ouais, ok, ouais. Ah là, il y a un mot-clé que je connais. Et puis après, Flo il me dit oh, est-ce que t'as vu ce machin? Je fais ah oui, ah c'était ça. Putain, d'accord. Et puis après, on essaye d'être présents au maximum tous les deux d'un peu tous les trucs importants. On discute pas mal, on essaie de s'appeler un max et on se voit pas assez parce qu'on n'a pas le temps. Et puis on essaye de se partager les tâches à fond et de comment dire, de venir l'un et l'autre voir le taf de l'autre pour se soulager, pour pas être seul dans nos tâches, quoi. Oui, quand parce qu'on est en télétravail, Lou est jeune papa, moi je suis un peu plus vieux papa, mais on a pas retrouvé de bureau en tout cas pour le moment, donc on est vraiment télétravail, et c'est vrai que quand on se parle ça décoince beaucoup de choses en fait. Il faut qu'on le fasse plus, mais des fois comme on a des gros au fil des années, ces dernières années, avec les difficultés post-Covid, on a quand même réinternalisé beaucoup de choses. Donc, on fait vraiment beaucoup d'artisanat. On fait la trad, le lettrage, tout même, en etc. interne, ça, ouais. Et donc, on a des fois des gros tunnels où Lou doit traduire et lettrer un bouquin de 200 pages, voilà. Et vice-versa. Et vice-versa. Et ces derniers temps, effectivement, en plus de la gestion et de tout le reste, on a toute la prod à faire qui nous prend un temps énorme. Plus des fois des festivals qui durent 6 jours, par exemple, au hasard, le Salon du Livre de Montreuil, qui est encore, c'est le dernier jour aujourd'hui. Heureusement, on a un apprenti. Ouais, qui peut tenir le stand pendant qu'on n'est pas là. C'est formidable. Et donc, on choisit un peu nos projets, je dirais. C'est assez naturellement. On se dispatche. Toi, tu dis toi, comme je suis plus en contact avec l'auteur sur ce bouquin-là, c'est moi qui vais m'en occuper et le prendre en charge. Et après, moi, je repasse dessus aussi et inversement. C'est vrai que ça, c'est un truc aussi où on n'est pas encore. Je te parlais de fluidité sur un truc où on n'est pas fluide, c'est que vraiment, on est un peu des oiseaux et on a tendance à se laisser bouffer par le tunnel et à oublier qu'il y a des petites sorties, quoi. Puis on s'appelle au bout de 1 mois où on est au bout de nos vies, genre après un gros tunnel, et on est là, putain, mais pourquoi on s'est pas appelé il y a genre 3 semaines? Parce qu'en fait, ça débloque tout et qu'on se rend compte que genre on aurait pu compter l'un sur l'autre, tu vois. Et c'est juste que parfois la vie, quoi. Oui, ça va venir. Bah oui, mais il y a les externalités aussi de la vie, hein, qui sont quand même qui parasitent pas mal ces choses-là, hein. Ah bah, garder ma fille 6 mois en télétravail comme je pouvais en bossant tard le soir pour compenser, et le samedi, j'avoue que ça n'a pas aidé les tunnels, quoi. Il est zinzin. C'est fini, c'est bon. C'est impossible. Ouais, bah après, t'as d'autres périodes, Florent pourra te briefer sur les autres périodes qui t'attendent avec le bébé, quoi, parce que moi, juste de parler d'enfant, ça m'angoisse, en fait, tu vois, donc j'imagine même pas avoir, ouais, c'est ça, continuer à faire mon taf en ayant aussi un petit être humain à charge, ouais, c'est vraiment très, très sportif. Moi, cette situation est consubstantielle à Bliss, hein, parce que vraiment, j'ai tout fait en même temps, donc vraiment, moi, c'est ça, hein, l'enfant est né quand en plein montage de Bliss, hein, et en plein déménagement. En fait, c'est une condition sine qua non si on veut rejoindre Bliss, quoi. Il faut être jeune parent. Oui, et puis être un peu paumé et plus savoir trop quoi faire de sa vie, et ça nous amène à faire ça, j'imagine. Il y a des gros craquettes passionnés qui aimeraient bien avoir plus d'argent mais qui préfèrent être à peu près heureux.
C'est ça. Très bien. Bah alors, donc ça, c'était pour la partie un petit peu introductive quand même, pour qu'on sache avec qui on parle du côté de nos auditeurs et auditrices. Maintenant, c'est la traditionnelle question, c'est un peu alors comment faites-vous un petit peu le bilan de 2025 chez Bliss Édition? Quel est votre sentiment général? Comment est-ce que vous avez vécu cette année? Moi, ce que je retiendrai, c'est avant tout l'humain. Ok, patron. Mais c'est pas des conneries en plus. Parce qu'on a fait pas mal de festivals cette année. Et on a fait quand même des grosses tournées. On a invité plein d'auteurs et d'autrices qu'on aime beaucoup. Et le highlight de cette année, si on veut parler vraiment des choses positives, c'est de commencer l'année en invitant Joshua Dysart et Alberto Ponticelli. Ouais, c'est vrai. Hayley Newsome, plein de super rencontres. D'avoir Kay O'Neill pendant plus d'un mois en France, sur une grande tournée. Grosse tournée septembre-octobre, ouais. Avoir Madeleine McGrain aussi. J'en oublie peut-être encore. Non, Wendy aujourd'hui. Et Wendy qui était venue avec bien vous sûr, à Wendy Chou, qui est avec nous en ce moment pour le salon de Montreuil. Et puis aussi quelque chose d'important, on a signé notre premier artiste en créa. Donc ça ouais, aussi, il faut qu'on annonce ça d'ailleurs. Ce que j'ai fait comme ça, on en a un peu parlé vite fait à des gens comme ça, mais c'est vrai que il faut qu'on annonce ça proprement. Oui. On l'a pas fait proprement, on le fera et j'en parlerai plus en détail sur les réseaux sociaux, mais ça c'est quand même un truc super cool qui nous tenait à cœur depuis longtemps. Trop bien, hein, de vraiment faire de la créa, tu vois, petite exclu pour le public. Yes, ça fait très plaisir. Bliss se lance dans la créa. On a trouvé une personne super avec qui on s'entend bien et qui fait du taf cool. Donc on verra ce que ça donne à la fin, quoi. Ouais. Puis ce sera pas la dernière. J'imagine bien. À s'ouvrir plus de par déjà l'espace mental que ça libère d'être deux. On réfléchit beaucoup plus aux perspectives à un peu plus long terme. C'est quand même ça, c'est très enrichissant. Non, le bilan un peu de l'année, c'est aussi on a continué faire un bon début d'année comme on l'avait fait début 2024 qui a quand même commencé sur les chapeaux de roue avec je suis vieux. C'était l'œil d'Odin, avec le lancement de la collection Bad ID en France. Donc c'était un super début d'année. Et là on a lancé l'année avec Planchette de Lavender Town et L'île aux orques de Joshua et Alberto, et ça a été deux succès. On est vraiment content des titres et ouais, un début d'année vraiment cool. Ouais, c'était une belle tournée. Les Joshua et Alberto, quand ils sont passés à Bordeaux juste avant la fin de la tournée, c'est marrant, c'est deux vieux, quoi, tu vois. Et ils en pouvaient plus. On se tapait des barres sur le fait de faire une longue tournée et que eux, ils avaient été d'accord, mais qu'en fait, peut-être que la prochaine fois, on pouvait alléger un petit peu. Mais tu vois, c'est ce côté, le truc humain que tu disais. Nous, on a quand même, c'est quand même quelque chose qui est assez récurrent avec les gens qu'on rencontre et qu'on invite, c'est qu'on bâtit quand même vraiment des relations d'amitié assez fortes, quoi, tu vois. C'est la famille. Ouais, c'est ça, c'est la famille. Wendy, Kay, ça c'est vraiment la famille. Ouais. Et c'est vraiment le truc qui m'apporte vraiment de la joie dans mon travail, quoi. Depuis le début, depuis bientôt 10 ans. C'est rencontrer les gens et tisser des liens et tout. Ouais. Et puis par-dessus tout, pas par-dessus tout, mais un petit bonus, quoi, tu vois, c'est qu'à chaque fois, ils me disent ah ouais, en fait, c'est l'édition française qui est la plus belle pour se lire, quoi. Ouais, ça, je crois, l'impression que c'est quelque chose qui est assez, ouais. En France, on a une forme de savoir-faire ou même juste, une façon de faire, en tout cas, qui plaît beaucoup, par rapport à ce qu'on trouve aux États-Unis ou dans d'autres pays. Puis, ils sont contents de voir le bouquin qu'ils avaient imaginé comme ils l'avaient imaginé plutôt que dans un format, en fait, qui leur plaisait pas forcément. Ouais. Pour Hayley, c'était très marquant, nous, on a fait une intégrale, tu vois, de Planchette, en relief de Planchette, et qui, en fait, aux États-Unis, ils l'ont publié en 2 tomes. Et c'était, la coupure n'avait pas trop de sens, quoi. Oui, au milieu, même donc, le papier, tout ça. Enfin, ouais, c'est ça. Elle était vraiment heureuse. C'était un peu l'édition ultime de son bouquin, quoi. Ouais, c'est pour les trucs qui sont vraiment positifs, c'est ça.
parce que sinon, oui, c'est quand même dur. C'est quand même dur. On a pour les côtés un peu plus négatifs, un peu moins positifs. Depuis la rentrée, c'est très difficile pour plein de raisons qui je pense, se croisent et s'empirent. On a eu des mises en place qui nous ont un petit peu déçus quand même sur la fin d'année, notamment sur des titres qu'on trouvait vraiment vraiment porteurs, comme Misadra par exemple de Yasmine Marata, qui est un titre vraiment vraiment hyper marquant, je trouve, sur l'épilepsie. Un super récit. Moi j'avais espéré quand même un petit peu mieux. Des retards de notre imprimeur, donc on avait un super coffret des Dragontés pour la fin de l'année qui heureusement arrivera quand même avant Noël, mais waouh, on a perdu quand même 1 mois et demi de vente. Ça nous met vraiment gravement dans la merde. Et puis je sais pas si t'en avais sûrement parlé, c'était à l'été 2024, il y a eu un énorme piratage d'une plateforme logiciel de gestion, quoi. D'un logiciel de gestion, de distribution qui est utilisé par plusieurs entreprises et également e-boutique dans le livre, et qui a grandement disrupté le fonctionnement de la distribution de notre distributeur. Et en fait, on en paye les frais aujourd'hui depuis cet été, en fait, parce que ils ont pris énormément de retard dans le traitement des retours. Il y a plusieurs mois à la fin 2024 où ils n'ont pas pu prendre de retour, en fait, parce que le système de gestion était HS. Ils rentraient quelques retours à la main avec des papiers. Comme il y avait un retour au Moyen-Âge. Et en fait, les libraires ont mis sur pause leur retour chez notre distributeur, et après, ils se sont fait plaisir. Là, on se tape mais avec 6 mois de retard. Et donc, à partir de juillet, on s'est tapé les retours de janvier, de tout le début d'année 2025, et ça fait, on a beau prévoir, et en fait, même si on prévoit que ce sera moins bien, qu'il va falloir éponger des choses, on n'est pas prêt à autant, et quand en plus les mises en place nous déçoivent un petit peu, et que en plus il y a des retards, et que du coup les ventes qu'on devrait faire en octobre, on les fera qu'en décembre, tout ça additionné, c'est pas de la belle très compliqué. C'est très très dur. Alors que lycée sur cette année et l'année dernière, notre taux de retour en général, il est plutôt stable. Mais on se prend tout d'un coup là, quoi. Donc on a ce qui est bien, c'est qu'on a pu en 2024 et début 2025 investir un peu plus dans la presse, investir aussi dans des titres sur pour les prochaines années. Voilà, pas mal de droits. On a pu signer notre première création, etc. Maintenant là, il faut serrer très très fort pour tenir jusqu'à ce que tout ça sorte, et qu'on puisse faire rentrer les sous, quoi. Ouais, parce que là c'est très très dur à la fin d'année. Et même notre je m'y attendais, mais on a fait une braderie Valiant qui sera probablement la dernière, je pense. À force, vous aurez bradé, enfin tous les stocks seront écoulés, quoi. C'est ça, et ça a plus trop de sens d'en faire d'autres. Là, on a quand même bradé notamment certaines des dernières intégrales Valiant, donc ça vaut vraiment le coup. Même si on est très content, comme on avait moins de références que sur les braderies précédentes, le résultat était un peu en dessous de ce que nous on attendait pour notre trésorerie. Et c'est vrai que chaque année, c'est la braderie en fin d'année qui nous aide beaucoup à respirer, quoi. Vraiment, c'est massif, hein. On a levé au total l'année dernière près de 50 000 € grâce à cette braderie. D'accord. Ça a été un travail énorme d'envoi, etc. Mais du coup, oui. Là, d'ailleurs, elle est toujours en ligne. J'en profite. Shameless plug, comme disent les. Elle est en ligne jusqu'à quand? Elle est en période de prolongation, donc les gens peuvent encore y participer. Et elle se conclut. Les prolongations se concluront début janvier. Ok. Avec des envois donc après Noël, en fait, donc début mi-janvier.
Donc, aux personnes qui nous écoutent, si vous voulez vous faire plaisir sur Ulule, on a plein de titres à moins 60%, des titres à 7, 8, 9 euros et jusqu'à 30 euros pour des grandes intégrales, comme avec du Jeff Lemire, du Matt Kint, des super titres pour vraiment pas cher. Et donc, si vous avez des sous à Noël, par exemple, les étrennes, tout ça, n'hésitez pas, ou même pour offrir ou quoi, c'est le meilleur moyen vraiment de soutenir Bliss en ce moment. Ouais. Puis ça et notre seconde, on a une autre campagne là qui va bientôt se finir dans une semaine sur le tout premier titre de l'année, Valiant, qui est Quantum and Woody. Oui. Le retour de Quantum and Woody. Et donc voilà, on a notre campagne qui est encore en cours. Et on peut aussi participer dans cette campagne à rattraper un petit peu les titres précédents de l'année qu'on avait financé sur Ulule. Donc ça c'est vraiment le meilleur moyen. On a vu au cours de l'année plusieurs éditeurs indépendants faire des campagnes des appels aux dons. Ça et là, il y a eu l'association. Et je sais plus quel autre encore, ouais, mais oui, on a vu que c'était. Et puis il y a eu un peu avant, il y a eu Roukmout. Roukmout, bien sûr. Il y a eu ici même aussi c'était l'année dernière, je crois. Quand on voit des maisons comme ça et là qui sont quand même prestigieuses, qui gagnent des prix un peu tout le temps, qui gagnent des fauves d'or tous les ans, presque, ouais. Ça fait très peur. On se dit ah oui, si eux ils sont en galère. Tu m'étonnes que nous on doit serrer les fesses aussi. Je veux dire, nous on est encore plus indé donc nous on fait pas d'appel aux dons ou voilà de dire ah là ça va pas, sauvez-nous, on fait une campagne de dons. C'est ce qu'on a toujours fait parce que on a toujours eu des périodes de difficulté. On n'a jamais dit c'est horrible, sauvez-nous, et no shade pour tous les éditeurs qui le font, il y a aucun problème. Ouais, mais on a justement d'autres moyens de faire on va dire oui, puis si les gens qui écoutent ces podcasts depuis suffisamment longtemps, on l'avait déjà dit à ce micro-là que dès le départ, ou à partir du moment où vous aviez passé en fait sur des campagnes de précommande systématiques, vous avez toujours assumé le fait de dire que c'était aussi parce que c'est un avantage en termes de trésorerie et que c'est un geste de soutien supplémentaire pour Bliss, quoi. Sans Ulule, l'univers Valiant, on n'aurait pas continué à publier. On aurait été il y a 4 ans de le publier. Clairement. C'est clairement une nécessité sur ces bouquins-là. Et puis, ce qui est dommage, c'est que globalement, c'est pas par non-goût que on va pas au-delà avec ces livres, et on aimerait bien presque plus les publier et faire plus de taf et tout, mais là genre il va falloir vraiment que ça envoie sur ces bouquins, parce que c'est vrai que ça devient très difficile. Là les dernières campagnes on se sent quand même un peu sur la vague descendante, on va dire, et il faut bien comprendre que ceux-là on les fait, c'est beaucoup de taf pour pas tellement tu vois de retour, et on les fait parce que on les aime et que on les suit depuis longtemps, tu vois, genre, et on a un peu un sentiment de devoir envers les gens qui nous suivent aussi, parce que qui sont impliqués dans cet univers depuis 10 ans, ils nous soutiennent vachement, mine de rien, sur les campagnes Ulule, même sur des périodes qui étaient un peu plus difficiles et tout, donc c'est vrai qu'ils ne pas décevoir les gens qui nous soutiennent très régulièrement sur Ulule, non, voilà, je le dis très clairement, on est je sais que des fois, enfin moi je suis toujours touché, mais par des gens qui vont râler s'il y a un colis qui est abîmé ou je sais pas quoi, c'est internet quoi. Moi ça me touche toujours beaucoup, mais je le dis officiellement, on est hyper attentif à ça, et c'est les gens qui nous soutiennent directement, donc dès qu'il y a des soucis, on répond, on est au petit soin quoi, sur les gens qui nous soutiennent sur. En fait, on lit tout, la plupart, la majeure partie des commentaires. C'est vrai qu'il y a des fois on doit passer un petit peu plus vite parce qu'on a autre chose à faire, on n'a pas le temps, mais globalement on lit tout et on essaye de s'expliquer quand c'est un peu obscur pour les gens, comment on fonctionne. Et c'est vrai que c'est un peu l'un des trucs sur lesquels, depuis que je suis arrivé, j'essaie de taffer de manière sous-marine, c'est faire comprendre à notre public, aux gens qu'on rencontre, tout ça, qu'en fait Bliss c'est 3 personnes quoi, tu vois. C'est 3 personnes, 2,5 selon les périodes, tu vois.
et que on n'est pas une grosse machine et que on fait ça par passion, jamais pour les thunes, tu vois. L'un des trucs qui m'avait marqué, c'était des gens au départ, au tout début où j'avais commencé des commentaires à la con, hein, évidemment, mais on aurait dit qu'on gagnait des 1000 et des 100 et que vraiment on faisait ça pour entuber les gens, quoi, alors que c'est plutôt exactement l'inverse, quoi. C'est qu'en fait on gagne pas trop de sous et puis on fait plutôt ça par amour du jeu, quoi. Non, mais c'est ce que tu t'exprimes très bien même sur les campagnes Ulule pour des titres Valiant où tu dis ça fait 160%, donc c'est bon, c'est que tout va bien et tout ça, mais après quand tu regardes le nombre de bouquins que ça représente, bon, effectivement, si on est sur une centaine d'exemplaires, normalement c'est ça, c'est en dehors d'une campagne Ulule, un bouquin qui se vend à 100 exemplaires, tu ne le fais pas, en fait. Ah non. Ça n'a aucune logique et de viabilité commerciale. C'est à cause de ça qu'existent les campagnes, d'ailleurs, et ça a été un truc, les campagnes, les braderies, pardon. Ça a été un truc assez difficile à expliquer, notamment par écrit, aux gens qui comprennent pas trop, tu vois. Et je comprends, hein, à leur place, ils soutiennent un truc et 1 an et demi ou 2 ans plus tard, ça arrive en braderie. Ils ont 2 ans, plutôt 2 ans, enfin légalement. Ouais, c'est vrai, 2 ans. Ouais, oui, parce que t'as pas le droit en dessous de 2 ans. Non, ouais, c'est vrai, 2 ans. Mais ils sont un peu saoulés, ce que je peux comprendre. Mais d'un autre côté, c'est une question de nécessité, quoi, parce qu'en fait, ces trucs-là, il faut bien que. C'est surtout que notre première braderie, c'était en 2023. Et ça correspondait à des titres qu'on avait sortis notamment en 2021, et c'était le gros crash de Valiant à cette époque en librairie. C'est-à-dire que vraiment, on s'est pris ça a été très 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 dur. Ça a mis Bliss en très très grande difficulté cette année-là. Et du coup, on avait des stocks vraiment qui dormaient. On pouvait pas faire. On cherchait comment on va valoriser ce truc-là. Et plein d'éditeurs auraient juste dit ça, c'est du surstock, ça nous coûte trop cher. On le pilonne. Ouais. On a essayé de valoriser le truc vraiment au maximum pour alors bien sûr pour sauver un petit peu économiquement Bliss, mais aussi pour les lecteurs et lectrices, pour dire voilà, il y a tout ça, tous ces trésors là, vous pouvez les avoir pour 8 balles, quoi. Parce que on aurait pu aussi faire une braderie à moins 30%, moins 40%. On a fait des moins 60% avec vraiment des prix ultra cassés, à faire des colis de 20 kilos pour des commandes de 100 balles. Où je t'assure que le rapport temps passé, mal de dos, prix des bouquins et poids des bouquins. Il n'y a pas à votre avantage. Ouais, c'est clair. C'est quand t'arrives à Chronopost avec le coffre plein de colis, tu vois Chronopost, genre l'entrepôt, ok? Ouais. Et qu'il te regarde comme si t'étais un extraterrestre parce qu'il y a trop de colis. Tu te rends compte que c'était vraiment une anomalie, quoi. Et les mecs, ils sont en mode, mais qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi, tu vois? Que tu dois louer une camionnette et appeler Mondial Relais pour leur dire, est-ce qu'on peut exceptionnellement passer à votre votre dépôt régional où personne ne va normalement, pour exceptionnellement déposer 7 palettes de colis. Et t'arrives, même au-delà des 7 palettes de Mondial Relais, on arrive avec le coffre plein et je suis en mode, ouais, excusez-moi, vous avez un chariot parce qu'il y en a beaucoup. Et il nous file un truc et genre, dessus, tu peux y mettre genre 5 colis, quoi. Mais moi, j'en ai 50 dans le coffre. Et je suis là, alors désolé, ça va pas suffire. Et il me regarde avec des grands yeux en mode, comment ça? Ouais, parce que même les points relais peuvent pas stocker justement un tel volume, quoi. Donc faut passer directement par les dépôts régionaux. Il y a des fois, j'ai fait 3-4 lockers à jeter 50 colis dedans le plus vite possible, à clac en mode automatique, les portes qui s'ouvrent, qui se referment, et je les remplis les trucs, et après je suis désolé pour les gens qui voulaient envoyer leurs colis, ils sont plein de colis Valiant. Oui. Ouais, tu parles d'un travail de manutention, quoi. Enfin, c'est complètement à la base, comme tu dis, hein, quand tu dis qu'il y a plein de fonctions, et c'est vrai que dans des petites structures comme ça où vous êtes vraiment très peu nombreux, où il n'y a pas de service dédié, ben ouais, en fait, faut faire les colis, faut les envoyer, mais c'est pas non plus la partie la plus intéressante du job non plus, quoi. Et c'est même assez physiquement relou, quoi. Ouais, et puis quand on fait ça, on bosse pas sur les bouquins aussi. Ouais, voilà. Donc ça veut dire qu'après on se trouve des grosses périodes de crunch où en fait on est loin d'avoir fini ce qu'il faut faire pour l'envoyer à l'impression, et là il faut charbonner, quoi. Et justement, je voulais, parce qu'on mentionnait Valiant, mais qui est pas forcément le mouton noir de vos publications, parce qu'on a quand même eu le XO Manowar Invaincu qui est incroyable. Je trouve grâce au travail de Liam Sharp et le fait que vous avez eu la bonne idée de le mettre dans un grand format, celui-là. Mais justement, t'as le côté inverse avec la suite, qui est donc par les mêmes auteurs, mais où on change complètement de dessinateur, et donc qui est pas du tout au même niveau graphiquement, en tout cas. Mais c'était de façon plus générale aussi, ouais, comment est-ce que vous abordez
cette là, parce que là on est vraiment en plein dans cette période de transition sur vraiment enfin maintenant je crois on est quand même passé à l'ère de Alien Books, hein, avec les titres qui ont été repris par Alien Books. Et je voulais savoir un peu comment vous anticipez, comment vous envisagez de poursuivre cette période qui est faite de plein de petites mini-séries. On le sait que c'est pas possible pour vous de continuer de faire des petits albums avec que seulement 3 ou 4 numéros dedans, parce que de toute façon même pour les Big Two, en fait c'est un format qui est de moins en moins viable par rapport aux contraintes du marché, c'est-à-dire sur les prix de fabrication et donc les prix de vente des albums, et même par rapport aux habitudes de lecture que les gens ont sur les univers de licence. Donc voilà, je voulais voir un peu comment vous êtes en train d'aborder cette période. Ouais, vas-y. C'est un gros chantier. On a beaucoup réfléchi justement à comment on publierait tout ça, toute l'ère Alien Books. L'ère Alien, donc quand Alien Books, cet éditeur argentin, a repris la licence, donc Valiant, et publié aux États-Unis, donc l'univers Valiant maintenant, pour remettre un peu en contexte. La première phase pour Alien Books, ça a été de publier plein de titres qui en fait remettent en avant les personnages historiques de Valiant et les amènent en fait jusqu'à un point qui est l'event Résurgence, et qui a eu lieu l'année dernière, et qui jusqu'au début d'année même, de 2025 même, et qui est vraiment le point de convergence de maintenant plus de 10 ans aux États-Unis de publication de l'univers Valiant, qui est un peu une grande réunion, une grande célébration aussi, et qui permet un petit peu à tous les lecteurs et lectrices qui ont lu du Valiant au cours de ces années de retrouver leurs personnages là où ils les avaient laissés vraiment, et de les voir dans ce grand événement vraiment d'envergure. C'est la première phase. La deuxième phase, c'est l'ère Valiant Beyond, qui est en cours de publication actuellement aux États-Unis, où là, c'est vraiment un univers, c'est un gros relaunch, vraiment, avec des nouveaux auteurs, des nouveaux dessinateurs, même les équipes ont changé, les personnages ont changé, voilà, il y a... donc Résurgence sert un peu de point final à l'univers Valiant tel qu'on l'a connu depuis 2012 aux États-Unis et depuis 2016 en France. Ouais. Donc nous on en est à publier cette première phase Résurgence, qui va se faire tout au long du premier semestre l'année prochaine. Donc on a un Quantum and Moody, récit complet en janvier. On a qui fait pas partie de Résurgence, mais on a Ninjak qui sert un petit peu entre guillemets de prologue. On a eu XO Manowar Invincible, donc le deuxième arc de Becky Cloonan et Michael Conrad, qui est sorti là en fin d'année et qui tease un petit peu ça fin, sur la conclusion, voilà, qui fait le lien, qui tease un petit peu de ce qui va arriver. Et on a un Ninjak versus Roku en mars qui arrive, qui est un récit complet très cool, et qui fait pas proprement parler partie de Résurgence, mais qui prépare aussi le terrain. Ouais, pareil, qui met un peu en place la scène de Ninjak pour Résurgence. Voilà. Et le gros qui va arriver, c'est vraiment au deuxième trimestre, ce qui correspond également aux 10 ans de publication de Valiant en France par Bliss. Puisque le premier titre, The Valiant et Bloodshot Reborn tome 1, sont sortis entre fin avril et début mai, selon si vous étiez à la Paris Comics Expo 2016. C'est ça, avec Paolo Rivera qui était sur votre stand, votre premier stand, hein, du coup. Tout à fait, c'était vraiment... Wow. C'est horrible de se dire que c'était il y a 10 ans déjà. Moi je me sens très vieux parce qu'à l'époque en plus moi j'étais sur DC Planet à l'époque, donc c'était vraiment une toute autre, il se passait tellement de choses. Donc pour célébrer aussi les 10 ans, c'est vraiment hyper important pour nous. 10 ans de Valiant, on a maintenu cet univers pendant 10 ans. Quand No Shade Again, quand Panini a publié pendant 1 an et demi et ensuite a tout lâché, jusqu'en 2015. Voilà, nous ça fait 10 ans qu'on tient la barre de l'univers Valiant.
Et alors que l'éditorial américain a été fortement endommagé. Hein, avec les hauts et les bas, les grosses révolutions, les revirements éditoriaux, virer virer toute l'équipe, être racheté, revendre la licence un autre éditeur, enfin vraiment des grosses tornades éditoriales. Et nous, on est toujours là. Donc c'est une énorme célébration pour nous. On veut vraiment marquer le coup et rassembler tous les gens qui, de près ou de loin, fans de la première heure, des gens qui ont lu Harbinger il y a 6 ans et se sont dit waouh, c'est super cool. J'aimerais bien retrouver mes personnages, etc., ou qui ont lu Bloodshot, ou voilà, peu importe, aient envie de revenir pour cette célébration-là. Ça a été un gros morceau de taf. Vraiment, on a passé des mois à tout lire et puis avec des Excel en mode ok, comment on publie ça pour que ça ait à la fois du sens pour les gens et pour nous. Comment on met ça en scène, qu'est-ce qu'on en fait, comment on l'appelle, quoi. Ça a été vraiment, ça a été un tourbillon de boulot. Oui, avec bien sûr les contraintes du marché, comment faire quelque chose qui soit digérable pour les gens financièrement aussi, pas sortir d'un bouquin, on peut pas, le marché étant ce qu'il est. Et vous avez toute la latitude avec Alien Books pour faire les bouquins qui vous plaisent sans devoir respecter forcément les chartes. On est très libre, il nous faut confiance, comme Valiant auparavant nous faisait confiance. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé vraiment du plaisir à travailler en profondeur éditorialement, comme je le faisais à l'époque sur l'univers Valiant, où il fallait vraiment réfléchir à comment on va sortir les bouquins en récit complet, quels arcs, quel découpage, les intégrales, qu'est-ce qu'on met dedans, etc. C'était à nouveau très intéressant. Ouais, et puis il y a un des trucs qui nous a plu aussi, c'est que quand même ils ont assez étonnamment, mais ils ont quand même réussi à récupérer plein de petits bouts de cordes à moitié cramés et à moitié abandonnés par les précédents avant Alien Books, tu vois. Où les personnages, ça s'arrêtait un peu de façon abrupte parfois et tout, et à construire quelque chose qui fait sens, qui est assez cool. Et puis ils ont ramené des artistes qui étaient partis pour finir leur truc et tout, et au final on se retrouve avec des bouquins que nous on a aimé, quoi. Et c'est vrai que ça fait plaisir de bosser sur ça et d'avoir un vrai enjeu éditorial à trouver comment le publier de manière la plus clean pour les gens, alors que nous on l'a lu plus ou moins dans le bordel, tu vois, sur nos PC, et que les gens aient un truc quali à la fin qui soit pas trop cher, où ils puissent retrouver tous ces personnages qui ont pu les faire vibrer. Tu vois, je pense à Rai de Dan Abnett qui se finit un peu. Ça se finit sur un cliffhanger. Et la suite, quoi. Tu vois. Et nous on attendait depuis plusieurs années la suite, et effectivement Dan Abnett revient pour une mini-série et en fait arrive à raccrocher les wagons de manière cohérente. En plus de manière assez importante sur ce que ça va le world building un peu, le world building de l'événement Résurgence, et c'est une mini-série qui est importante dans la construction de cet événement. Justement, c'est pas juste ok, on le prend là, il faut qu'on l'amène à un point B. En fait, c'est la manière dont c'est fait, c'est efficace et ça fait sens éditorialement. Du coup, pour rentrer du coup dans le concret, désolé, on brode depuis tout à l'heure. T'inquiète, les gens attendent, mais ils sont patients. Dans le concret, en avril, on va sortir un titre qui s'appelle The Valiance, avec un S au pluriel. Clin d'œil. Qui est un gros bouquin de 350 pages, qui va rassembler une mini-série qui s'appelle The Valiance et plein de mini-séries autour des personnages du guerrier éternel et des frères Anipada, de Rai, des Dark, de Maître Dark et de Sandria Dark, sa sœur, qui est qui sont des personnages qui vont avoir une importance dans le bouquin, j'oublie Archer et Armstrong, bien sûr, Armstrong et Face, et donc ce gros bouquin-là va rassembler tous les petits récits, du coup toutes les mini-séries qui sont des mini-séries en 2 gros épisodes à chaque fois, plus The Valiant qui est plus grosse, qui est en 4 épisodes, qui sert vraiment, je dirais, pour Résurgence, ça en est un prologue, c'est sûr, mais c'est plus qu'un prologue par tout ce que ça raconte, parce que c'est vraiment, on retrouve plein de personnages dans toutes ces mini-séries. Donc même en tant que tel, en tant qu'ouvrage indépendant, il est pour nous important
rien que pour vraiment retrouver tous ces personnages. Donc c'est pour ça qu'on ne l'appelle pas prologue ou résurgence prologue. Ça, ce serait vraiment en faire un récit secondaire, et pour moi c'est vraiment pas le cas. Et là c'est pas du marketing, enfin c'est pas du bullshit que je dis, c'est vraiment un endroit où les gens peuvent, où les fans de la première heure qui ont lu vraiment Archer and Armstrong l'intégrale peuvent se dire ok, où sont mes personnages, ils sont là, on les retrouve, et la mini-série The Valiant est un petit event en lui-même aussi, bien sûr. Clairement. Comme l'était The Valiant il y a 10 ans. Tout à fait. Quand vous l'aviez publié, c'était vraiment ce côté récit choral dans lequel en fait tu vas découvrir. Enfin, vous l'aviez vraiment bien utilisé comme porte d'entrée en disant, mais en fait, regardez, Valiant, c'est tous ces personnages-là. Et à partir de ce point d'ancrage, en fait, vous aviez ensuite publié les différentes séries sur lesquelles en fait, chaque lecteur qui avait plus aimé l'un ou l'autre personnage pouvait ensuite trouver chaussure à son pied avec les séries séparées. Et là, je comprends assez bien la démarche similaire dans le fait de réunir tous ces personnages dans un seul album et de se dire, après, en fonction de ce que Alien Books va sortir, de dire, en fait, voilà, il y aura aussi ces séries qui vont arriver après. Et donc, si t'as aimé les Dark ou Shadowman, que il y aura les nouveaux titres Shadowman après, et ainsi de suite, quoi. Je pense qu'à la fois The Valiant comme l'event en lui-même qui viendra après, les deux, ils auront cette place-là assez bien, et parce que chacun sont un peu complémentaires l'un de l'autre, tu vois, où ils vont mettre en scène les mêmes personnages, mais aussi un peu plus d'un côté et un peu plus de l'autre, pour avoir ce côté multiples portes qu'avait The Valiant. Là je pense qu'on retrouve bien cette idée là où tout le monde est un peu à l'honneur de manière assez cool, et où on peut se rendre compte de l'intérêt des personnages, et on peut se rendre compte que justement cet intérêt qui avait pu éventuellement baisser au cours des années avec des choix éditoriaux peut-être douteux de la part des Américains, que là en fait ils ont fait du bon boulot et que ils avaient envie de relancer ce truc là, et c'est vrai que ça donne des belles ouvertures pour la suite et pour les séries qui vont venir pour Valiant Beyond, quoi. Non, oui, on sent que ça a été repris par des gens qui sont passionnés par l'univers et qui ont envie de faire quelque chose des personnages, alors que c'est vrai que pendant quelques années, c'était un peu au bon vouloir de la liberté qu'on donnait aux scénaristes de faire quelque chose de vraiment quali, mais on savait pas du tout où est-ce qu'ils voulaient aller éditorialement, l'univers Valiant, finalement, après 2020, en fait, dans cette période de transition, entre où l'éditorial a complètement été viré, quoi, et ils savaient pas trop quoi faire de tout cet univers. Donc là, on est très content de ça. Tout ça est quand même dirigé et majoritairement écrit par Fred Van Lente, qui est un des architectes de l'univers Valiant, auteur de certains de mes récits préférés, comme Ivar Time Walker, Archer and Armstrong, Génération Zéro aussi, War Mother, enfin qui a écrit beaucoup de choses chez Valiant, et qui a été un des architectes en 2012 aux États-Unis des 5 séries qui ont lancé l'univers, qui est un scénariste que j'aime beaucoup aussi. Donc tout ça est vraiment piloté par lui, ce qui est quand même une marque de qualité et un peu un retour aux sources, on va dire, entre guillemets. C'est une marque de confiance aussi pour les lecteurs. C'est un ouvrage qui est aussi accessible dans le sens où chaque mini-série est introduite par une présentation des personnages, un petit résumé sur en gros où on en est sur ces personnages. Donc c'est fait pour être accessible. Bien sûr, c'est un livre qui sera un petit peu onéreux parce qu'il fait 350 pages. Donc je dirais que c'est plus difficile pour des tout nouveaux lecteurs, des gens qui ne connaissent pas du tout l'univers Valiant. Mais si vous le feuilletez, il est accessible éditorialement, en tout cas. Ouais, ça reste correct qu'ils ont fait, où là où chez certains autres du Week2, tu vois, tu peux avoir des séries qui commencent en plein milieu d'une action et t'es là, mais qu'est-ce qui se passe si t'as pas lu ce qui se passe avant, quoi. Là, ils ont quand même pas mal géré sur ce truc-là, où évidemment qu'il y a un setup au début, quoi, mais tu commences pas en plein milieu d'une action, t'as un vrai début, une vraie introduction au début de chaque mini-série, qui fait que tu peux être un peu perdu sur le background du personnage, parce que évidemment il y a du contenu derrière, mais tu te retrouves pas projeté en plein milieu d'un truc random où tu comprends rien, quoi. T'as quand même vraiment cette introduction de qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font, quoi. Ensuite, le gros event qu'on a, donc Resurgence, sortira en mai.
qui coïncidera avec les 10 ans de Valiant aussi, début mai, pour un beau volume de 250 pages qui rassemble tous les épisodes de l'event et ses tie-in, qui sont écrits par Fred Van Lanty, et l'événement principal est également coécrit avec Becky Cloonan et Michael Conrad, et illustré par Guillermo Fajardo. Et là on est vraiment sur de l'event bien explosif, avec il y a tout qui pète, quoi. Il y a tout qui pète, avec une très belle, je trouve, très 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 solidement illustré aussi. On est dans du gros event de super-héros, voilà, qui va amener à des choix et des confrontations, on va dire, entre les héros, parce qu'il va y avoir un petit peu des... Oui, les héros de l'univers Valiant vont devoir faire des choix pour l'avenir de l'univers. Pas facile, évidemment, ça va créer des dissensions. Et c'est vraiment tout ce qui fait que l'univers Valiant est cool dans ces events comme Unity, comme The Valiant, comme Book of Death, comme Armor Hunters, comme tous ces events d'il y a quelques années. Ouais, tout le monde va pas dans le même sens, parce qu'en fait c'est des personnages qui sont humains, et c'est un argument qu'on a pu utiliser à des gens, quand on parlait à des gens pour présenter l'univers, c'est qu'en fait il est quelque part plus proche du nôtre dans son côté, c'est pas vraiment des héros, quoi, c'est juste des gens, quoi. Et ce qui se ressent dans un truc comme ça où les enjeux sont inimaginables, quoi, et en fait chacun a sa propre vision du truc, et il y a pas de bien et de mal, tu vois. T'as vraiment t'as un setup, et puis qu'est-ce que t'en fais en tant qu'humain, quand on se met à la place des personnages, quoi. Et puis en fait chacun a sa réponse, et c'est ce qui crée cet event, c'est ce qui crée ces dissensions et cette fracture qu'il y a entre les différents personnages qui se connaissent dans l'univers depuis des années, certains même depuis des siècles, pour par exemple Gilad et Arik, et qui régulièrement se foutent sur la gueule parce qu'ils sont pas d'accord, tu vois. Et puis on retrouve un peu cette identité de Valiant où les personnages sont pas d'accord, et qu'ils sont pas tous les héros de l'Amérique, quoi. Donc c'est vrai que ça fait plaisir de retrouver des scénars de ce type-là, et où l'enjeu est un peu plus que juste mais il faut sauver le monde, quoi. Oui, et puis l'antagoniste principal, c'est le Dr. Silk, qui vient de l'univers de Rai, qui est un personnage plus ou moins immortel, qui se réincarne un peu à toutes les époques, dans des corps différents, qui dans Résurgence, c'est un peu c'est un peu un Elon Musk qui aurait bouffé Trump, Trump et Lex Luthor, quoi. Et Lex Luthor en mode hyper eugéniste. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Un bon gros nazi. Le monde va être face à ce type qui a une genre d'utopie technologique bizarre, qui propose de sauver le monde un peu à sa manière, quoi. Voilà, et c'est vraiment cool aussi de revoir de Dr. Silk. Ouais, j'aime bien le personnage créé par Matt Kindt, qui vraiment voilà, le concept de techno-thriller chelou. Ce que vous aviez distribué, je me rappelle à l'époque, une mini-série comme ça. Ouais, tout à fait. C'était un arc de Unity, un arc de Unity qui était où les héros de Unity combattaient le Dr. Silk à notre époque. Dr. Silk qui était apparu aussi dans Rai, puisqu'il a sa version dans le futur en l'an 4001. C'est un peu l'un des points qui est quand même assez fort sur Valiant, de ce côté, tout part de quelque part les trois immortels, tu vois, et puis en fait ça monte jusqu'à 4000 avec Rai, et tu retrouves des éléments dans les récits, tu vois, avec des petits flashbacks et tout, et en fait il y a des trucs qui durent depuis 10 000 ans ou plus, tu vois, et en fait et je trouve que c'est assez fun ce truc là de retrouver comment les artistes ils vont aller exploiter cette possibilité, en fait, que un conflit ou que quoi que ce soit dure depuis 10 000 ans, tu vois. Ouais, et puis même relier aussi l'univers magique de Valiant, qui a souvent été plus dans son coin,
Là, avec Maître Dark qui est un peu surgi dans le rail de Dan Abnett et qui là revient et fait partie un peu de tout ce plan. C'est vraiment cool d'avoir réussi à rassembler ces univers, ces parties-là de l'univers qu'on a peu vues ensemble. Ouais. Et avec sens. C'était pas évident. Franchement, éditorialement, chapeau. On avait peur. Et on est vraiment content du résultat. On était agréablement surpris. Hein. La première fois qu'on l'a lu, on s'est dit attends, mais c'est bien quoi. C'est vraiment très cool. Et donc à côté, en simultané de Résurgence, on sort un one shot qui sur Shadowman, s'appelle Soul Eaters, qui en gros nous raconte comment Shadowman aussi revient, on va dire, dans l'univers de Résurgence, et qui en plus est une histoire vraiment cool seule. C'est pour ça qu'on a décidé d'en faire un one shot, parce que l'histoire est bien. Ouais, voilà, petit disclaimer, parce qu'on dit réunir l'univers magique et le reste, et puis on dit au fait on sort Shadowman à côté tout seul. Non, ouais, c'est vraiment parce qu'il y a du sens et que c'est deux histoires parallèles et que lui il est suffisamment complet et gros pour qu'on puisse vraiment en faire un truc à part entière qui vient rejoindre le reste. Puis c'est vrai que ce soit au niveau du dessin comme du scénar, ça se tient très 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 bien tout seul et ça vient vraiment accompagner le reste de l'event de manière vraiment sympa. Et c'est un nouveau scénariste qui est le scénariste de Ninja vs Roku aussi. Ouais. Et qui Jérôme Padou. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, il m'a vachement surpris dans Shadowman de ce qu'il est capable de faire. Ça m'a vraiment rappelé le tout début de Valiant où ils étaient assez libres et où en fait ils se servaient de l'univers et du setup Valiant pour raconter des vraies histoires. Ce qui a pu être un peu moins le cas sur d'autres bouquins après, et où vraiment là j'ai eu un peu cette sensation de retour aux sources créatives, quoi, tu vois, de comment en fait on vient avoir un récit hyper intéressant parfois au niveau psychologique, au niveau, tu vois, de plein d'éléments comme ça, et tout en se servant du setup qui est hyper riche et de toute la quantité de trucs que tu peux faire avec, quoi. Et alors concrètement, il me semble que j'ai lu ça sur votre page Facebook, mais vous maintenez le grand format pour tous ces bouquins-là à partir de qui a été déjà adopté sur les X-O-Man Awards de cette année ou Oui, bah en fait c'est devenu la norme pour Valiant. On a fait une exception avec Bloodshot Reloaded, juste parce que en fait c'est la suite et fin de Bloodshot Unleashed qui était déjà sorti sur le format classique standard, ouais. Standard, qu'on a sorti donc en plus petit format. Mais oui, c'est un format qu'on aime parce qu'il est un peu intermédiaire. C'est pas géant non plus, mais c'est quand même un joli format. Et en fait, les prix sont équivalents aussi pour le nombre de pages. On propose pas ça à 10 balles de plus parce que c'est un grand format. Donc en soi, c'est. On sait que c'est un sujet qui a pu être un peu clivant sur nos lecteurs. Qu'il y a des gens, ça leur a pas forcément plu, etc. Mais il faut aussi comprendre que, comme on te le disait, c'est vrai que Valiant, nous, on doit le porter. Parfois, c'est un peu lourd sur nos épaules et qu'il faut aussi trouver des manières de le réinventer. C'est-à-dire que on peut pas compter uniquement sur les gens qui ont déjà lu parce que si c'était le cas, en fait, ça continuerait. On n'aurait pas besoin de faire ce changement, quoi. Et on s'est dit, nouvelle ère, nouveau récit, vent de renouveau. Peut aussi venir avec ce truc de aller un peu plus chercher le public européen, tu vois, de comment avec ce nouveau format on peut un peu se rapprocher de ce qui se fait un peu plus ici, quoi. Et c'est vrai que c'est assez difficile à expliquer aux gens qu'au bout d'un moment il y a une nécessité, si on veut continuer de vous proposer ça et pour vous de l'avoir en français, désolé, on peut pas trop faire autrement que de trouver des nouvelles solutions, de trouver des nouvelles idées pour le publier. Parce que sinon ça marchera pas, quoi. Oui, puis en l'occurrence après ça fait des planches plus grandes, quoi. Ça c'est sûr. Quand t'as des bons dessinateurs et dessinatrices, c'est plutôt agréable d'avoir ça. Enfin, tout le monde a salué l'an dernier quand les Bad ID sont arrivés dans un format vraiment agrandi aussi, qui est un tout petit peu rapetissé par rapport à l'œil d'Odin, mais maintenant ils sont tous à la même taille, en fait. Donc si on apprécie aussi cette année le studio Oziens qui sont sortis en Bad ID, et le XO Manoir invaincu en l'occurrence, tu pourras continuer d'apprécier les offres suivantes dans ce même type de format. Et quelque part, vous avez une collection avec la taille standard qui fait les 10 premières années de Bliss,
Et c'est le moment, voilà, de varier un peu le plaisir et d'entamer la nouvelle collection à Valiant Bliss de la 2e décennie, quoi, quelque part. Je veux dire, la maquette de ces bouquins, je l'ai faite un soir de décembre 2015 à 3h du matin en pleine insomnie. C'est bon, enfin ça va. 10 ans plus tard, on peut la changer, il n'y a pas de souci. Après, moi, je sais que là-dessus, je suis assez d'accord avec vous de façon générale. Enfin, de toute façon, ça se voit bien que, donc, la bibliothèque que j'ai le plaisir d'avoir, il n'y a pas vraiment d'uniformité, que ce soit dans les tailles des bouquins. D'ailleurs, même, ils sont même pas rangés en uniformité. Ils s'entassent dans tous les sens. Donc, très bien. Donc, ça, c'est du côté de Valiant, et j'imagine que vous avez aussi des plans pour l'après, pour Valiant Beyond, tout ça, mais bon. Bah, faut que les gens soient là. Voilà, faut que les gens soient là déjà pour Résurgence. Pareil, là, c'est pas du bullshit. Faut que les gens soient là pour Résurgence. Ouais. On travaille à des collaborations. On espère pouvoir en dire plus vite avec un certain réseau de comic shop. J'allais te demander. Mais rien n'est fait encore. Il veut dire le comic shop Assemble. Voilà. Moi, j'ai le droit de le dire, mais pas lui. Et peut-être aussi sur quelque chose qui ressemblerait à un Free Comic Book Day. On aimerait bien, parce que historiquement, on a été là et malheureusement, l'organisation du FCBD France n'est plus vraiment là aujourd'hui. Non, c'est quelques années. On a joué le jeu tout de suite. Ouais, je me rappelle. En étant voilà, et donc on voudrait marquer le coup aussi parce qu'on a un petit one shot très cool aussi à proposer autour de Punk Mambo qui ferait sens aussi dans l'éditorial de cet événement. Donc ça tomberait sous le sens de pouvoir faire ça. Donc là, on est en train d'en discuter. Voilà. Bonne perspective. Du côté de l'Indé, alors, comment ça, vous êtes content? Il y avait Lilo Zork cette année, donc le studio aussi. Il y avait Eziens qui vient de sortir, qui est trop bien, du coup, incroyable. Je trouve kiffé. C'était plus. Ravi. C'était l'un des fameux tunnels dont on parlait tout à l'heure. C'était Eziens. Les 200. Ouais, il est bien épais. J'en reparlerai dans un de nos formats Back Issues pour insister sur le fait que c'est vraiment un très bon bouquin. Mais vous continuez aussi en adaptant vos choix avec ce qui est disponible et ce qui sort, sachant que Bad ID a pas mal changé aussi de son modèle de publication. Drastiquement. Maintenant on peut les commander auprès des comic shops. Donc il y a plus ce côté la seule façon de lire du Bad ID en France, c'est Bliss. Et en même temps, je sais pas, moi, je sais que maintenant, je me suis habitué, en fait, à me dire que les titres arriveront chez vous, mais je sais pas, comment vous organisez un petit... c'est un peu, on va pas se mentir, c'est un peu le bazar, Bad ID, des fois, leurs publications. On sait pas trop quand est-ce qu'ils sortent. Ça a toujours été le bazar. Là, on vient d'apprendre par Joshua Dysart qu'un des titres qui devait sortir là en fin d'année, en fait, il va être repoussé, ils vont changer le titre, en fait. Je fais, celui qui fait avec la femme, justement. Oui. Ouais, c'est ça. Okay. Ok, bon, d'accord, je pensais pouvoir le caler peut-être à ce moment-là de l'année, mais en fait, non, bon. On l'a appris parce qu'on était en call avec lui et qu'on le connaît très bien, quoi, tu vois. C'est le genre de truc qu'on sait pas trop, Parce qu'ils viennent de le solliciter, en plus, je crois, en VO pour février ou quelque chose, mais alors. Voilà, typiquement, on est quasiment en simultané, en termes de publication, sur Bande de barbares, donc, de Matt Kindt et Ramon Villalobos. Qu'on sort en mars. La dernière issue sort en janvier 2026 en VO. Voilà, et on travaille actuellement on va travailler là dans les 2 prochaines semaines sur le tout dernier épisode. Donc on travaille vraiment en flux tendu. Ah oui, parce que après avec les frais, enfin pas les frais mais les délais pour impression, on est vraiment en flux tendu sur ce titre. Faut pas qu'il y ait une journée de retard sur vos deadlines. C'est ça. Et pour vous dire, sur 2020, donc on est sur 2025, on est content des titres. Ouais, franchement, Lilo Zork, très chouette. C'était un titre qu'on adorait de toute manière. Enfin, on adore Joshua et on voulait marquer le coup. On était hyper heureux de retrouver Alberto Ponticelli qui vraiment s'est lâché sur ce titre graphiquement. Je pense que c'est un de mes, c'est peut-être mon préféré de Bad ID graphiquement. C'est une très belle collaboration entre 2 artistes qui se connaissent parfaitement et qui ont une grande liberté, quoi. C'est un Alberto qui est très dans le trait qui est très, très personnel, quoi, qui fait vraiment son truc. Et ça se voit. Même Monster Kill Squad, qui a fonctionné, qui est cool, et qui est mine de rien notre deuxième meilleure vente Bad ID de l'année. Bon, c'est aussi le retour de Thomas deuxième aussi, titre. Ouais, le retour de Thomas Giorello aussi au dessin. Et c'est bien badass. Le studio, on en est content aussi. On est content de l'objet livre qu'on a fait.
C'était un peu un pari de faire du noir et blanc. C'était un peu chaud, mais l'accueil a été positif. On savait pas trop où on allait pouvoir aller avec ce truc-là, et c'est vrai que la couve, c'était la bonne surprise. On n'était pas sûr de pouvoir prendre ce truc-là, et c'est vrai que c'est une belle couve et on est content. Le bouquin est stylé, quoi. Ouais. Et The End, on n'a pas encore trop de retours. Là, il vient de sortir. Il vient de sortir il y a 10 jours. Mais on est très fiers de The End. Je trouve que le propos, il est très fort. Actuel. Très fou, actuel. Et David et Marie à la femme, banger. Enfin, vraiment, l'histoire, elle est trop bien. Elle est humaine. Elle est brutale. Mais elle est profondément humaine, et c'est du meilleur de la femme, quoi, pour moi. Puis le fait d'avoir réuni les petits B-sides derrière tous les backups qui approfondissent un peu les histoires, avec certaines qui sont vraiment super, presque des petits contes à la Crypt Show, je trouve, celle du Luger c'est vraiment une sorte de fable un peu macabre comme ça, mais qui est trop chouette, quoi. C'est là où la femme est très très fort sur faire des fables contemporaines assez noires. Sur la trad et le lettrage, c'était évidemment le truc par lequel j'ai fini. Ça faisait déjà 2 mois que j'étais dessus et où j'en pouvais plus. Je te jure, j'étais en dépression. J'étais là, putain, c'est vraiment trop bien, mais j'en peux plus de voir des nazis, quoi. Ouais, c'était long. On a dû repousser un petit peu le bouquin parce que ça nous a pris plus de temps. Ouais, mais enfin, j'imagine, vu mais la pagination. On est content. Il est là pour la fin de l'année. Il est sorti en novembre. Tout va bien. Il claque. Et il claque. Je l'ai pas encore à la maison, mais il me tarde de le dans les étagères, quoi. Donc, tu disais qu'il y avait Bande de barbares qui arrivait l'année prochaine. En mars, qui sera, sera notre seule sortie Bad ID du premier semestre. Okay. Parce qu'on est aussi pas mal occupé avec Valiant au deuxième trimestre. J'ai calculé le nombre d'albums, ça fait un gros boost de Valiant quand même en premier semestre 2026. Là, sur le programme, on a un programme de 12, je crois qu'on a 12 titres sur le premier semestre quand même. Titres. C'est pas mal. Ce qui est soutenu, et aussi on n'était pas sûr d'avoir des choses prêtes en fait avec Bad ID sur le deuxième trimestre, donc on va se reporter sur la fin de l'été pour le prochain titre Bad ID. Donc ça va être une année un peu légère sur Bad ID, mais comme en fait on attend aussi certaines choses qui sont encore en cours chez eux. Des séries, les fins des... on attend toujours Mégalithe. So do I. Je regarde régulièrement le Kickstarter. Et surtout que mais en plus, moi, enfin, je crois que j'avais déjà raconté dans ce podcast, mais que j'avais pris à l'époque, ils faisaient un pack avec tous les titres Bad ID publiés à l'époque. Et donc, qui m'intéressait parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore le Bliss qui avait pu avoir. Ça fait 3 ans que j'attends, du coup, une sorte de montagne de single issues. qui pour le coup qui pour le coup auront tous déjà été traduits par vous, et je me dis mais quand même le temps, et après je m'en fous, tu vois, je vais pas mettre de commentaires parce que je sais que c'est à cause des soucis de santé aussi de Lewis, de Lewis La Rosa, donc j'ai pas trop moi je sais attendre, quoi, tu vois. Mais j'imagine que tout le monde est un peu en se disant merde quand même, ce projet qui va être zinzin, quoi, mais dont tu perds un petit peu l'intérêt parce que le truc a mis tellement de temps à avoir le jour aussi que forcément il y a plein d'autres choses qui se passent après, et on voulait en faire notre grosse sortie de début 2026. Ça fait 2 ans qu'on se dit que ça serait notre grosse sortie de l'année d'après. Au final, on pense plutôt que notre grosse sortie de début 2027, ça sera peut-être Planet Death. Oui. De Thomas Derek Kolstad et Robert Venditti, parce que c'est un blockbuster. Enfin, c'est avant l'adaptation en blockbuster, ce sera déjà le blockbuster BD, quoi. C'est un énorme blockbuster. Et c'est du Thomas Giorello, vraiment qui se lâche, qui a la place. Mais je suis un peu perdu parce que j'ai l'impression qu'ils annoncent plein d'éditions différentes avec leur Kickstarter. J'arrive pas à comprendre, en fait, parce que je reçois tellement de mails de leur part. En fait, ils préparent une édition original art en format planche. Artiste édition, quoi. Une artiste édition. Déjà, on va attendre qu'ils sortent les 4 épisodes. On sera content parce que c'est quand même un par trimestre / semestre. Enfin, ça va être assez long. Ça devrait être fini fin 2026, je pense. Ça sera plutôt là-dessus. On a également Save Now,
de Matt Kint et aussi Thomas Giorello. Ouais. Qui a plein de petits B-sides d'ailleurs. En fait, qui a plein de petits récits aussi à côté et qui Matt Kint en fait s'est dit non en fait j'ai envie de que ce soit plus long, on pourrait refaire ci refaire ça, donc ils ont réécrit les numéros, ils ont refait plein de pages différentes, ce qui fait que Save Now c'était aussi un titre qu'on voulait faire avant et qui en fait sera prêt probablement que à la rentrée prochaine. Et j'avais vu aussi que Tankers, ils avaient complètement étendu le truc avec plein de récits en plus. Tout à fait. Il y a plein encore Thomas. Non, là c'est Vendit. Non, il y a du Rip et plein d'autres artistes. Ouais, mais à l'écriture c'est Vendit. C'est Vendit toujours à l'écriture, oui. Mais il me semble que Thomas a dessiné un chapitre. Thomas a c'est possible. Ouais, parce que j'avais vu le Kickstarter qui était du coup très intéressant aussi, mais je me suis dit mais merde parce que vous venez de sortir l'album et c'était quelques mois après qu'ils annonçaient de faire un Kickstarter où d'un coup tu te retrouves avec une douzaine d'histoires en plus dans cet univers. Attends, c'est deux Tankers et ENIAC. Sont deux un peu de nos déceptions de l'année. Elles ont suivi L'œil d'Odin qu'on a réimprimé 2 fois, qui s'est bien vendu, et Pirate Queen qui aujourd'hui est à nouveau disponible, mais qui a été en rupture à un moment et qui s'était bien vendu aussi l'année dernière. On était un peu plus déçus quand même de Tankers et ENIAC. Donc à voir ce qu'on fait avec le on va dire l'univers étendu Tankers. Mais il y a des choses, il y a Cul-de-sac de McCarey et Jonathan Weissack qui a l'air bien monstrueux, qui est bien barré, un titre d'horreur bien barré. Il y a Survive de Doug Braithwaite et Robert Venditti, qui est un peu un high concept, comment on s'échappe d'un sous-marin qui coule et quand on est le seul survivant et que le sous-marin prend l'eau. Faut pas être claustro. Qui est un high concept assez chouette aussi. Il y a plein de choses intéressantes. Il y a The Ordained. Oui, avec le retour de Trevor Ersine. Donc on est très heureux de retrouver Trevor. C'est un historique de Valiant qu'on a invité de nombreuses fois. Mais Ordained qui avait été annoncé d'abord avec Raoul Allen au dessin. Tout à fait. Et ensuite ils ont changé. Oui, alors je suis pas dans leur petit papier, enfin je suis un petit peu quand même, mais il y a eu des petits soucis avec Raoul Allen en termes de délai de communication. Ça s'est pas très bien passé apparemment. D'accord. Donc ils ont été obligés de revoir tout. Malheureusement, je suis le premier déçu, mais ouais, il y a eu des gros soucis apparemment. Mais du coup, je me demandais si un titre comme Ordained, vous allez pas attendre la fenêtre de tir de quand il y aura une sortie du film en question, parce que là, c'est quand même le seul projet. On sait que il y a un bail de Derek Kolstad avec Bad ID, avec donc des adaptations en cours. Et pour le coup, Ordained, c'est limite le projet le plus avancé puisque on a même l'acteur principal, donc Colin Farrell. Ouais. Annoncé avant même que le premier numéro finalement ne sorte même en VO. Donc en fait, on sait qu'il va y avoir un film d'une BD qu'on n'a pas lu, mais qui a un pitch assez simple, qui est vraiment, nous on l'a dit dans le podcast, c'est John Wick avec un pasteur, quoi. C'est ce que j'allais dire, oui, c'est John Wick, but it's a priest. donc voilà, mais donc c'est vrai, si là j'imagine qu'on en reparlera quand il y aura une date de sortie du film aussi, parce que là, ce serait, à mon avis, enfin, il y a un coup à jouer forcément. Là, ouais, et puis là, c'est plus, là, ils sont, j'ai envie de dire, c'est un peu plus sérieux que chez Valiant où les aléas des grands studios fait que on a vu il n'y a pas eu de film Valiant. On a vu un film Valiant, on a vu un film Bloodshot. Il n'y a pas eu de film Bloodshot. Pourquoi tu me parles d'un film Bloodshot? C'est une petite série B, ça va. Franchement, je préfère l'oublier quand même. Oui, non, mais oui, moi aussi, bien sûr. Tout bien, il est même pas sorti. Il est sorti. Oui, techniquement, il est pas sorti en France. C'est ce que je voulais dire. Sinesh, il a pas eu le droit. Donc, on espère pas trop avec les films de nos BD parce que la dernière fois, ça s'est pas très bien passé. Ouais, c'est ça. Donc là, vaut mieux croiser les doigts pour que ça se passe mieux. C'est ça, mais je pense que les films vont vraiment arriver. Oui, celui-là, il y a moyen. Celui-là, il va vraiment arriver. Il s'inscrit dans une mode de film d'action là qui va encore durer quelques années, je pense, avant que ça arrive, quoi. Pareil pour le studio, ça va se faire peut-être un peu après, mais c'est en développement et c'est en développement sérieux, quoi. Donc voilà, mais comme toujours Hollywood, des fois des fois il y a tellement de variables, c'est un enfer Hollywood. On se dit ah oui c'est bon, c'est en développement machin, et en fait ça met 8 ans et 10 ans et clairement le nombre d'articles qu'on a écrits sur des projets de films ou de séries en développement machin qui ne voient jamais le jour, enfin c'est plus de 2/3 en fait des projets qui c'est sortir un film en fait c'est un miracle à chaque fois, hein. J'ai entendu tellement de trucs
Faut pas oublier aussi qu'il y a les frères Rousseau aussi à la production. Oui. Quand même, qui sont attachés sur Ordain, ouais. Sur Ordain, sur des projets Bad ID. Hein. Donc c'est des gens qui ont envie de faire des choses. Bon, je dis ça, mais ils étaient déjà attachés à la prod pour une série Quantum and Woody il y a des années de ça. Ouais. Voilà, ils avaient mis des ronds là-dedans. Enfin bon, si je vous liste tous les projets que j'ai entendus je veux dire, dans les couloirs de Valiant, depuis que je travaillais avec Valiant à l'époque, il aurait dû sortir 4 séries animées, 3 AAA et enfin c'était un délire. Hein. Ouais, même hors Valiant, on avait entendu des théories sur Cosmonite qui pourrait être adapté en série animée. Oui. Ah oui, de Anna Templar. Ouais, par une des sœurs Wachowski. Donc c'est vrai qu'on n'a pas de news là-dessus. C'est en développement encore aussi. Ouais, voilà. Le développement peut durer très longtemps. Quoi. Le en développement qui fait très peur. Ouais. Mais donc un Bad ID donc au premier semestre. Ouais. Et on mais qui est vraiment très très cool. Ouais. Vraiment. C'est marrant. C'est drôle, c'est prenant, c'est plein d'action, c'est sanglant. C'est Ramon Villalobos qui est. Lui, il est fort lui. Qui est un genre de. C'est l'école Geoff Darrow, Frank Qui est un Frank Quitely qui a mangé du Darrow, quoi. Ouais, Ron Roseripp aussi. C'est vraiment toute cette école de dessin très, très détaillée, très bien dans le dessin, quoi. Et c'est vraiment très, très cool. Ça démarre dans ce truc, quoi. En plus, avec le grand format et tout, ça va vraiment rendre hommage au dessin de Ramon. Donc oui, il faudra revenir au deuxième semestre pour probablement deux sorties Bad ID, pour la fin d'année. Ouais. Très bien. Et du côté de la jeunesse, quand même, qui est votre troisième grand axe de publication. Et comment ça se passe? Ça se passe bien. Je crois qu'en tout cas que Kay O'Neill reste quand même l'une de vos marques sûres. En général, c'est clair. Oui, carrément. On a commencé l'année déjà avec un euphémisme, hein, mais déjà on a commencé l'année avec Planchette de Newsom et qui a été un joli succès et en plus qui est quelqu'un d'assez connu, enfin qui est quand même une grosse personnalité d'internet, grosse youtubeuse. On a eu plein de jeunes, notamment Angoulême l'année dernière, qui dit mais c'est la Wondertown, incroyable et tout, qui vient voir mais elle est là, c'est fou. Donc c'était très cool et le bouquin est vraiment super. C'est vrai que quand j'avais fait mes recherches avant de l'interviewer et que j'avais vu la taille de sa chaîne, le nombre d'abonnés, tout ça, j'ai fait oui d'accord en fait. On a pas mal de jeunes qui ont appris à dessiner avec elle et tout. Je suis déjà un vieux boomer donc j'étais pas je traîne pas assez sur YouTube, mais j'ai fait d'accord, très bien. On a eu la même surprise que toi en fait. Et c'est pas tous les gens qui font de l'ILU qui arrivent à écrire des histoires. Et Planchette, c'est vraiment très cool. Ouais, donc d'accord. D'ailleurs, elle bosse sur un truc encore. Ça sera pour dans 2 ans. C'est ça. Mais elle bosse sur une nouvelle BD. On a puis le chant de Nopa, bien sûr, le dernier Kay O'Neill, qui est sont plus aboutis, sont plus matures en termes de thématiques. Sont plus beaux, c'est une sacrée réussite. On est vraiment très très heureux. Il est sorti au printemps et c'est un très beau titre, c'est un joli succès de librairie aussi, on est content. C'est notre phare. Vraiment, c'est une lumière, quoi. D'ailleurs, on l'a invité à l'automne, comme je l'ai dit tout à l'heure, en France. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre en jeunesse? Dragoslava, Drago, évidemment, à la rentrée, qu'on adore, qu'il faut pousser, il faut en parler beaucoup de ce titre, il faut vraiment faut le mettre dans les mains des gens pour qu'ils voient à quel point c'est un titre profond et touchant et moi qui m'a vraiment énormément touché quand on a travaillé dessus. Ouais, pareil, c'était un de ces bouquins, tu sais, où en fait on s'est fait passer le PDF, donc c'était avec Célia à ce moment-là, et en fait tous les trois on avait le même son de cloche tout de suite, quoi, tu vois, c'est vraiment trop bien, il faut qu'on fasse ce truc. Mais je pense qu'il souffre un peu d'un truc, c'est que ça se voit pas tout de suite. Il a l'air un peu enfantin. Ouais, par le dessin. Mais très simple, qui est très simple, mais. Et en fait, c'est quand tu te plonges dedans que tu te rends compte à quel point c'est bien. Et j'ai notre alternant qui l'a lu sur le stand d'hier ou avant-hier et qui me fait
mais attends, mais c'est trop bien. Je te oui, je te l'ai dit. C'est hyper touchant et parce que c'est un petit vampire qui est un enfant, mais depuis des siècles, et qui a été réduit en esclavage par une très méchante sorcière. Mais ce que ça raconte sur les pressions et les responsabilités qu'on peut mettre aux enfants, et même les violences, soyons très clairs, oui, sur les violences physiques et psychologiques que peuvent subir les enfants. N'importe quel enfant ou adulte à qui on a volé une part d'innocence dans sa vie, à qui on a empêché d'être vraiment un enfant, en fait, de vivre son innocence, peut être touché. Et moi, ça m'a énormément touché, ce titre. Et en plus, c'est drôle, c'est plein d'humour noir, et ce petit vampire qui se prend beaucoup trop au sérieux alors que ses potes veulent juste se marrer et boire du sang. Et lui, il est là, on a un travail. On a un travail. Il travaille. Et ce qui est superbe, c'est que cet humour noir, il est suffisamment fin pour qu'en fait, tu vois, c'est le jeu des doubles lectures, quoi. Mais nous, en tant qu'adultes, on en a une vision et on voit tout ce qu'il y a derrière et tout ce qui nous fait kiffer dedans. Et en fait, mais il y a rien de choquant pour les gamins qui peuvent le lire aussi et qui vont percevoir les messages petit à petit et pas tout de suite, quoi, tu vois. Et ça, je trouve ça assez beau quand on a des bouquins comme ça qui sont suffisamment intelligents pour réussir à avoir plusieurs propos dans le même texte, quoi. Très bien, ouais. Et alors, quand vous continuez avec quel rythme, comment pour 2026? Parce que j'imagine que vous n'allez pas, non, absolument pas abandonner le créneau, donc. Non, on va même l'accélérer. Accélérer la cadence. Oui. On a plein de choses sur le feu pour à partir déjà on a un deuxième récit Dragoslava qui arrive au 10e trimestre. C'est une série au long cours qu'elle a fait? Non, c'est pas une série, c'est vraiment c'est une nouvelle aventure de Drago et de ses amis. Ouais, c'est un deuxième récit complet. Il est indépendant de l'autre, quoi. Okay, genre ça, c'est un deuxième bouquin qui se sert du même setup. D'accord, très bien. On a Hello Sunshine. On a surtout, oui, c'est ça, il faut en parler. On a Hello Sunshine, qui est le nouveau bouquin de Kizzy Young, l'autoriste de Taproot, qui était une romance gay avec des éléments fantastiques, un très beau récit court et touchant qu'on a sorti il y a en 2023. Un côté un peu macabre, cute à la Burton, quoi, tu vois. Et moi, le dessin m'avait vraiment énormément touché. Et on a bien fait de garder Kizzy un petit peu en vue, puisque des années plus tard, parce que Taproot, c'était un récit de jeunesse qui a été publié aux États-Unis en 2017, je crois. Elle sort Hello Sunshine, qui est un récit young adult d'horreur, qui parle de manière vraiment bouleversante de maladie mentale, et aussi qui travaille les tropes de l'horreur de manière, je trouve, hyper intelligente, sans aucun gimmick en fait, et sans les parodier. C'est tout ce que Stranger Things n'est pas. Ouais, je dirais. J'ai arrêté à la saison 2. Donc Voilà, c'est vraiment ça, parce qu'on peut tirer le parallèle, je trouve, avec Stranger Things. Oui, c'est vrai. Ce groupe d'amis, et en fait, plutôt avec Stand By Me, avec Stephen King, en fait. Parce que c'est un groupe d'amis qui va partir à la recherche d'un de leurs amis disparu, et on ne sait pas s'il a fugué ou s'il a été tué, s'il s'est suicidé, on n'en sait rien, en fait. Et c'est un travail sur la psychologie des personnages qui est formidable, et graphiquement c'est absolument magnifique. Pour moi, c'est une des plus grosses claques graphiques de ces dernières années que j'ai pris. Et ça fourmille vraiment de détails. Tout le scénario est incrusté dans le dessin via vraiment un certain nombre d'éléments planqués, quoi, qui te racontent ce qui se passe en même temps, mais t'en as pas conscience, quoi. Et c'est quand tu repasses dessus après avoir lu la première fois que tu te rends compte à quel point il y a du foreshadowing bien fait, et que c'est vraiment tout est pensé pour servir ce scénario et servir cette
cette recherche et ces difficultés que ces personnages peuvent avoir, tu vois, pour vraiment genre les mettre en valeur et raconter leur histoire avec puissance, quoi. C'est un récit qui a mis 5 ans à se faire. Et c'est 400 pages de BD. Ok. C'est costaud. Ouais. Et c'est notre grosse sortie de l'année prochaine. On passe d'annoncer, j'espère d'ici Noël, l'avenue de Kizzy en France pour une tournée. Pas pour Angoulême, du coup, hein, mais pour une tournée. Et on est hyper fiers de ce titre, vraiment. C'est mon énorme coup de cœur de l'année. Donc ouais, c'est notre grosse sortie Young Adult du début d'année. Ouais. C'est vrai que on peut revenir un petit peu vite fait sur l'indé d'ailleurs, parce que ça me rappelle. On va sortir un bouquin de Alberto Ponticelli qu'il a fait lui-même en scénar et dessin il y a quelques années, et qui est un noir et blanc d'horreur psychologique SF qui s'appelle Blata, genre comme le cafard quoi en italien. Et voilà, c'est vrai qu'il y avait ce truc là qui est ouais, si vous aimez l'Armée des 12 singes, ouais, il y a une grosse vibe l'Armée des 12 singes. Et ça, c'est pour quand? C'est pour début février. Ouais. C'est pour ça, c'est ça qui m'a fait. Ouais, ça arrive pour bien de le mentionner quand même. Ça arrive. C'est pour ça. On finit là actuellement entre deux entre deux podcasts. Entre deux podcasts et deux ventes sur le salon du livre jeunesse, on finit le bouquin là. Si vous voyez l'un de nous sur un PC avec l'air concentré, c'est qu'on est en train de taffer dessus quoi. Et si tout va bien, on devrait aussi avoir Alberto à nouveau en France pour voir le titre. Ouais, c'est un titre qui est aussi très puissant, qui est sombre. C'est une sorte d'échec de l'utopie. Où vraiment on a rendu l'homme immortel en le clonant et en transférant son cerveau quoi dans des nouveaux corps, et où pour faire ça, pour éviter la surpopulation et tous les soucis que ça peut entraîner, on s'est tous enfermés dans des cellules de 10 mètres carrés quoi. Et le seul truc qu'on peut faire, c'est aller au travail quoi. Et c'est vraiment la légendaire misanthropie d'Alberto mise en image. Ouais, c'est ça. Et c'est à la fois graphiquement et sur le scénario, c'est un truc qui te prend la gorge quoi. Ça attaque très très fort et ça le fait avec très peu de texte, et c'est là où Alberto est très fort, c'est qu'il sait raconter des histoires avec ses dessins de manière très très puissante. Il y a beaucoup de grandes perspectives et le bouquin est vraiment divisé en deux parties, une où t'es plutôt en claustrophobie et l'autre t'es plutôt en agoraphobie, tu vois, et genre c'est un truc qui t'attaque avec peu de texte, et ça suffit quoi. Ça suffit pour ouais, puis en indé, on peut aussi teaser peut-être le retour de Thunder Canon bientôt. Ah, petit slip là. Peut-être, je sais pas, on verra. Mais refaites-le venir aussi, je l'aime tellement ce monsieur. C'est évident, mais voilà, Thunder. En plus, on a un trophée, il y a un trophée à lui donner du coup. Oui, vrai. tout à fait. Je devais lui envoyer, mais je lui ai toujours pas envoyé. Fais-le revenir. Voilà, on le remettra en propre. Voilà, l'auteur de Kaiju Max qui va revenir avec une série. Qui est vraiment trop bien. Donc on peut pas trop encore en parler là, mais peut-être bien en fin d'année prochaine ou en début d'année. Trop cool. 2027. Donc ça, on est très très content pour ça aussi. Ça augure d'un programme riche effectivement, entre tout le gros pan Valiant, les titres indés et le pan jeunesse. Ouais, puis en jeunesse, Young Adult, on a des choses pour la rentrée qui arrivent, et on a plein de titres sur le feu là, sur lesquels il faut avancer. On va pas trop dormir, autant te le dire. Il faut vraiment qu'on avance dessus, mais on a plein de très très belles choses en jeunesse et Young Adult, avec des pattes graphiques vraiment avec des vibes. C'est un peu la marque de Bliss aussi, c'est de trouver des récits vraiment très personnels, mais qui somehow je sais pas, ont une vibe qui va bien chez Bliss. Ouais, non, mais parce que c'est vrai qu'on le mentionnait un peu avant sur Missadra, quoi, mais qui graphiquement est complètement fou, quoi. Ouais. Dans le dessin, dans la représentation qu'elle met de l'épilepsie, avec ses lames qui l'entourent, ou même quand elle prend les médicaments et que ça s'efface. Enfin, il y a plein de trucs qui sont super intéressantes d'un point de vue graphique, et qui marquent une certaine originalité, en tout cas, dans le dessin, parce que c'est vrai que c'est une grande claque, pardon, je t'interromps. C'est une grande claque ce bouquin pour moi. Vraiment, il m'a marqué. Hein. C'est un récit qu'on a déterré. Hein. Pareil, c'est un récit de jeunesse de Yasmine qui est sorti en 2017, que personne n'a repéré, et en fait, on l'a trouvé formidable.
Donc donc bon va falloir vous laisser travailler. Oui, on parle beaucoup pour que tous ces bouquins sortent à temps, notamment si vous devez finir les maquettes pour les titres à venir en début 2026. Beaucoup de taf. Et puis Valiant très urgence, c'est quand même 800 pages de BD. Hein. Bah oui, c'est ça. Voilà, au total cumulé, donc très bien. En tout cas, dans la description de ce podcast, vous avez le lien pour la braderie qui est en cours là jusqu'à la fin de l'année, et également pour la campagne de Quantum et Woody qui est en train de s'achever. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et d'aller piocher dans ce qui peut vous intéresser pour soutenir Bliss, leur travail. Et on a hâte de voir les bouquins qui arriveront l'année prochaine. Et Lou, Flo, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous, de faire ces petits points annuels, voilà, de bilan et de perspective. J'espère que les gens qui nous écoutent ont certains titres là dans leur viseur pour l'année à venir. Et à ceux qui nous écoutent aussi, n'hésitez pas à partager le podcast. Ça coûte pas grand chose et c'est la meilleure façon de nous soutenir pour faire découvrir l'émission, mais aussi le travail des personnes qui y passent. Et si vous reste des sous après la braderie de Bliss, vous pouvez nous faire un petit don sur notre Tipeee. Lou, Flo, je vous dis à très bientôt. Merci. Salut, merci beaucoup. Désolé d'avoir trop parlé. Oupsie.